L'approvisionnement du marché en sucre, le sujet est au centre d'une rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs économiques. La rétention du sucre par les opérateurs économiques est dénoncée par le ministre Moussa Alassane Diallo. À suivre les détails dans ce journal. Pour une participation reçue du Mali à la CAN Côte d'Ivoire 2023, il faut une bonne organisation à l'amont. C'est pourquoi la commission de la mobilisation a démarré hier ses activités. Le ministre en charge des sports a profité pour décliner à la commission quelques orientations et l'attente du peuple malien. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, cette nouvelle des FAMA en opération. La surveillance aérienne des FAMA menée les mardis 7 et mercredi 8 novembre 2023 a permis d'identifier des terroristes en possession de 2 engins blindés abandonnés par le MINUSMA à Kidal. Les 2 engins blindés ont été neutralisés par les vecteurs aériens des FAMA. La traque des terroristes continue. Unis, nous vaincrons. La rétention de stocks de sucre par les opérateurs économiques, ce qui crée une pénurie sur le marché, est dénoncée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il a montré son mécontentement aux opérateurs économiques au cours d'une rencontre d'échange. Moussa Papa Haïdara pour le compte-rendu. Jouer carte sur table, c'est la procédure engagée par le ministre de l'Industrie et du Commerce avec les opérateurs économiques, maillon essentiel pour assurer l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Ils avaient été sollicités du 19 juillet au 6 novembre pour importer 1000 tonnes de sucre afin de pallier le déficit sur le marché. Au terme de cette opération, le constat est d'une saveur aigre. Sur 58 opérateurs, seulement 15 ont pu honorer les engagements, soit 40%. Le ministre Diallo, sans langue de bois, dénonce une rétention de stock du sucre par les opérateurs, ce qui crée une pénurie sur le marché. Dans le suivi de cette opération, nous avons vu qu'il y a des importateurs qui ont amené des stocks au niveau des différents ports et qui ont préféré garder ces stocks dans les entrepôts au niveau des ports. Et par conséquent, créer une inflation sur le prix du sucre. On a vu aussi, deuxième constat, qu'il y a des opérateurs qui ont effectivement importé le sucre, mais qui ont préféré stocker ces sucres à l'intérieur même du Mali et ne pas les livrer sur le marché. Troisièmement, dans le cadre de ce cahier de charge, et contrairement à toutes les dispositions réglementaires, nous avons aussi des opérateurs qui ont importé le sucre, qui les ont fait acheminer à Bamako, mais au lieu de le livrer aux détaillants pour servir les populations, ils ont préféré commercialiser ce sucre avec les unités industrielles où le prix n'est pas encadré, où le prix est libre. Cela aussi constitue un vrai problème. Parce que le cahier de charge offre des exonérations, des sacrifices consentis par le gouvernement de la République pour que vous puissiez importer ces sucres-là, les mettre à la disposition des populations de façon à ce qu'on puisse alléger les souffrances de ces populations. Mais s'il y a des gens qui ont fait déclarer à la douane 10 000 tonnes, ils n'ont fait que rentrer au Mali que l'équivalent d'un seul camion. Ce sont 45 tonnes. Le reste des quantités, ils ont préféré les laisser là-bas en attendant que le prix flambe sur le marché pour l'amener à Bamako, profiter de la pénurie, de l'inflation sur le prix et faire venir en ce moment pour vendre. En confiant cette charge aux opérateurs économiques de ravitailler le marché malien en sucre, le département de tutelle avait mis en place également un contrôle de collecte des données. Nous avons effectué 3874 contrôles, parce que les contrôles aussi existent. Et il y a 789 procès-verbaux de constats qui ont été délivrés par les enquêteurs pour non-respect de prix plafond et pratiques illicites. Ça aussi, c'est un vrai problème. L'État fait énormément de sacrifices pour vous accompagner, pour vous aider. Quelle que soit l'augmentation du prix du sucre sur le marché international, l'État du Mali, le gouvernement a consenti le sacrifice de fixer la base taxable à 200 000 francs la tonne. Même si vous achetez
le sucre à 400 000 ou à 500 000 la tonne sur le marché international, la base taxable est à 200 000 francs la tonne. Le fait que nous acceptions, le gouvernement accepte ces sacrifices-là pour faciliter l'approvisionnement du marché. Parce que ces sacrifices pour le gouvernement, ça s'est traduit aussi par des pertes de recettes douanières qui est consenti à votre profit. Vous devrez le savoir. Tout ce que le ministre a dit, il n'a dit que la vérité. Il n'a parlé que franc jeu avec les Maliens, avec les opérateurs. Il s'agit tout juste, n'est-ce pas, d'être quand même très objectif, n'est-ce pas, sur les propos du ministre et être vraiment un bon citoyen pour sauver au moins le minimum qu'on peut, n'est-ce pas, pour ce pays. Dans le camp des opérateurs économiques, le ministre Diallo lance une nouvelle opération de 50 000 tonnes de sucre d'ici le 31 décembre 2023. Cette opération, on va la conduire, je dis bien 50 000 tonnes, avec une exonération de 25% sur la taxe. Ce qui va nous permettre de préparer les 6 mois à venir, parce qu'il y a le mois de carême qui est en train de venir. Et le mois de carême est un mois de grosse consommation en sucre. Nous devrons anticiper sur le mois de carême pour qu'au moins, pendant ce mois-là, on n'ait pas de pénurie de sucre sur le marché. Au terme des échanges, le ministre a invité les opérateurs économiques au sens du patriotisme et des responsabilités en assurant une meilleure condition de vie à la population malienne. Pour bâtir un Mali nouveau avec des citoyens modèles, le groupe Citoyenneté et Droits Humains a lancé le week-end dernier les activités du programme 2 de son concours Jeunesse et Citoyenneté, Éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble. Les détails avec Awa Adama Koulibaly. Le non-respect de l'ordre établi, le détournement ou la détérioration des biens publics sont autant de formes d'incivisme qui freinent le développement de notre société. Pour y remédier, il faut inculquer dès le bas âge les valeurs de citoyenneté. Et c'est à cette mission que s'attelle le groupe Citoyenneté et Droits Humains depuis 2017. Elle ouvre cette énième édition avec beaucoup d'innovations. Il y a eu un programme 1 2017-2020. Donc, constatant les retombées positives quand même sur les acteurs de l'environnement, nous avons inséré d'autres activités thématiques, notamment en lien avec la démocratie et ses valeurs et fondements, et en lien également avec nos valeurs sociales et culturelles. C'est en ce moment que le travail de citoyenneté, de civisme doit être fait pour que chaque jeune puisse être conscient de ce qui l'attend dans 5-10 ans, dans 20 ans. Et qu'il puisse se dire que le Mali, c'est moi. 210 établissements scolaires répartis entre 20 académies participent à ce concours d'éducation au civisme et au vivre ensemble. Une initiative qui ne passe pas inaperçue aux yeux des autorités en charge de l'éducation. Ce genre d'initiative est vraiment salutaire parce qu'elle va dans le sens de ce que nous souhaitons pour la jeunesse malienne, à savoir une meilleure éducation à la citoyenneté. À l'issue de ces 5 mois de compétition, les lauréats remporteront des équipements scolaires et un forage équipé pour leur centre d'animation pédagogique. Le représentant résident de l'UNICEF au Mali a bouclé une visite de 2 jours à Caille. Cette visite aura permis aux représentants résidents de l'UNICEF au Mali de prendre contact avec l'ensemble des partenaires d'exécution et échanger sur la mise en œuvre du programme de coopération entre le Mali et l'UNICEF dans la région de Caille. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Améliorer la participation socio-économique des déplacés internes, réfugiés et populations hautes vulnérables, c'est l'objectif du programme de renforcement de la participation socio-économique des personnes déplacées internes, des réfugiés et des communautés hautes vulnérables au Mali, PAPS. Il est mis en œuvre par l'ONG HELP et financé par la coopération allemande à travers la GIZ en collaboration avec le ministère canadien des Affaires mondiales à plus d'1 milliard de francs CFA. L'ambition affichée de HELP est de faire des communes des territoires d'opportunités multiformes pour renforcer le tissu économique en droite ligne avec les objectifs de développement durable. Notre action vise
surtout à faire des bénéficiaires des véritables acteurs de leur propre développement. Le programme s'appuie sur 3 principales composantes: la formation sociale et professionnelle, la collaboration avec le secteur privé, la cohésion sociale et le développement communal. Plusieurs activités ont été menées par le programme, au nombre desquelles on peut retenir la réalisation de plusieurs études thématiques sur les filières porteuses, sur les opportunités d'emploi et sur l'analyse des conflits potentiels. La réalisation de 3 marchés hebdomadaires. Le gouverneur de la région se réjouit de cette initiative. Nous nous réjouissons pour cette deuxième phase du projet qui s'étend aux régions de Mopti et Caille et qui va appuyer des activités génératrices de revenus, et réaliser des infrastructures et apporter un appui psychosocial aux victimes des violations des droits humains. Nous, autorités de la région de Caille, saluons cette initiative et nous engageons à accompagner HELP pour l'atteinte de ces objectifs au bénéfice de nos populations. Rappelons que l'implémentation dans la région de Caille du PAPS s'étend sur la période allant de juillet 2023 à octobre 2024. Il concernera les communes de Souransantomoto, Djelebou, Gori-Gopela, Guilimagan-Kérikafo, Koussane, Sahel, Sero Djamano, Djafounou Djongaga et Goumera. Toutes nos excuses au lieu de la visite du représentant résident de l'UNICEF au Mali, c'est plutôt les activités génératrices de revenus dans le cadre du PRAFS 2. Pour renforcer les capacités techniques afin de donner une meilleure réponse aux urgences, la Direction régionale du développement social de l'économie solidaire de Taoudeni a initié une session à l'endroit des acteurs intervenant dans la gestion des risques et catastrophes. Reportage signé Chérifou Moulay Haïdara. La gestion des risques et catastrophes constitue des préoccupations pour l'État et ses partenaires qui déploient des efforts au quotidien pour le bien-être des populations à la base. C'est dans ce contexte que se tient le présent atelier sur la préparation et à la réponse des urgences au profit des services techniques de la région de Taoudeni impliquant dans la chaîne de lutte contre les risques et catastrophes. Une initiative de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire avec le soutien financier de l'UNICEF. Ce cadre qui a pour objectif principal de faciliter une meilleure compréhension des thématiques qui seront développées est aussi l'occasion idéale pour s'outiller, échanger et réfléchir ensemble pour répondre efficacement à toute forme d'aléas climatiques qui s'imposerait à nous. La région de Taoudeni se situe certes dans une zone semi-désertique ou désertique par endroits. S'il est vrai que les quantités d'eau reçues ne sont pas aussi importantes que dans les régions du sud, ces pluies tombées sont toujours accompagnées de vents violents qui causent de grands dégâts sur les habitats, souvent précaires, et surtout le bétail qui constitue une source de revenus pour ces populations. Au cours de cette formation, les acteurs vont se familiariser avec les modules qui ont trait à comment prévenir et prendre en charge les risques et catastrophes afin que les dividendes puissent profiter aux populations et minimiser les dégâts tant humains que matériels. Donc à travers cet atelier, nous avons surtout mis l'accent avec la DRPC et les autres services techniques qui interviennent dans le domaine de la gestion des crises et catastrophes. Nous avons mis l'accent sur les crises, les catastrophes, les épidémies et les mouvements des populations. Ces crises et catastrophes ont un impact sur les populations et engendrent pour certains des mouvements des populations. Face aux conséquences humanitaires de ces calamités en termes de pertes en vie humaine et de dégâts matériels, le gouvernement du Mali a mis en place un dispositif de gestion de catastrophes. Une fois renforcé, le dispositif de veille mis en place apte sera anticipé pour tout cas d'urgence. La troisième cohorte du diplôme universitaire de formation en épidémiologique des terrains niveau intermédiaire est sortie le vendredi dernier. Cette initiative du ministère de la Santé vise à trouver des solutions à l'émergence des maladies inconnues. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de la sécurité sanitaire mondiale. Le point avec Moïmouna Guindo. Ils sont au nombre de 15, dont 13 hommes et 2 femmes, à recevoir leur diplôme universitaire de formation en épidémiologie de terrain niveau intermédiaire. Un programme de formation qui a été lancé pour les cadres et personnels de la santé afin de renforcer leur capacité d'aptitude sur le terrain. Ce programme qui a commencé avec l'épidémiologie
la santé communautaire s'est étendue avec des formations en nutrition, des formations en santé de la reproduction, des formations en éthique et récemment aussi des formations en gestion des risques de catastrophes et aussi en santé digitale. Cette formation témoigne de l'engagement des différents départements à outiller ces cadres pour qu'ils puissent être productifs et apporter des réponses idoines aux problèmes. Cette formation a pour but d'améliorer les compétences des agents des ministères en charge de la santé humaine, animale et environnementale pour identifier et enquêter, mais aussi répondre efficacement aux préoccupations prioritaires en matière de santé publique. Mesdames et messieurs, les FATP sont des programmes appartenant au pays et reconnus à l'échelle mondiale comme un moyen efficace de former un ensemble d'épidémiologistes de terrain. Selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, il faut un épidémiologiste de niveau avancé ou intermédiaire pour 200 000 habitants et 5 à 7 agents de première ligne pour chaque district sanitaire afin de s'aligner sur les politiques mondiales. Pour leur part, les impétrants assurent que bon usage sera fait des diplômes obtenus et que les expériences acquises seront au profit de la population. Nous nous réjouissons de cette opportunité qui nous a été offerte. Nous sommes conscients également des défis qui nous attendent sur le terrain. Notre engagement dans la lutte contre la maladie au Mali, y compris les maladies émergentes et réémergentes, ne fera pas défaut. Je demeure convaincu que les objectifs assignés par le programme seraient pleinement atteints grâce à la détermination et à la contribution de nous tous. Au Mali, un pays sans épidémie éradiquée, ou un Mali sans épidémie, ou un Mali avec des épidémies contrôlées ou éliminées, cela est possible. Nous y croyons. Dans une ambiance conviviale, ces professionnels de la santé ont reçu leur diplôme et sont prêts pour la prochaine étape, à savoir être sur le terrain. Afin d'assurer une autosuffisance alimentaire au Mali et à Gao en particulier, les agriculteurs de la région de Gao décident de cheminer ensemble. C'est pourquoi la coopérative des agro-sylvo-pasteurs dénommée Gao Al-Faray Kunda, qui veut dire l'association des producteurs de Gao, a vu le jour et le lancement des activités a lieu en face du périmètre irrigué Omo Faro, qui signifie en Songoye le champ de sorgho dans la commune rurale de Gouzoureya. Le point avec Alou Idrissa Maïga. Nous sommes à Bagoundje, dans la commune rurale de Gouzoureya, précisément au niveau du périmètre irrigué Omo Faro, ou le champ de sorgho en français. C'est ici que les cadres de la région de Gao, réunis au sein d'une société coopérative avec conseil d'administration des agro-sylvopasteurs, ont choisi pour le lancement de leurs activités. La société coopérative est dénommée Gao Al-Faray Kunda, qui veut dire en Songui l'association des agriculteurs de Gao. L'objectif, c'est d'amener les populations à aller vers les travaux de la terre et valoriser le travail agricole. Donc on a voulu aujourd'hui rendre ça solennel, informer toute la population, informer les partenaires techniques et financiers pour aider la population de Gao afin que nos terres puissent nous nourrir. Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons les hommes pour travailler. Donc on n'a pas raison qu'aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire ne soit à Gao. C'est l'occasion pour nous de demander à toute la jeunesse de Gao, ceux qui sont lettrés et ceux qui ne sont pas lettrés, à aller dans la valorisation de la terre. C'est une façon d'aider les plus hautes autorités. Les services techniques apprécient l'initiative de Gao Al-Faray. Je suis très content de cette initiative. C'est à ça qu'on s'attendait depuis. Parce que tout développement va à partir de la base. Je pense bien que c'est une prise de conscience qui va loin. Dans cette démarche, les paysans de Gao seront appuyés par les partenaires techniques et financiers. Avoir des coopératives comme ça dans les régions du Nord pour promouvoir l'agriculture, les maraîchages, nous adhérons fortement à ça et nous sommes disponibles à les accompagner. La société coopérative Gao Al-Faray entend élargir ses activités dans les jours à venir sur toute l'étendue de la région de Gao.
La commission de mobilisation à la CAN Côte d'Ivoire 2023 a officiellement démarré ses activités. Cette commission a pour but de mieux préparer la participation du Mali à la CAN. L'occasion était bonne pour le ministre en charge des Sports de décliner à la commission quelques orientations et l'attente du peuple malien avec à sa tête le président de la transition pour réussir le pari de la mobilisation pour la CAN en Côte d'Ivoire en 2023. Le point avec Harry Matina. La commission mise en place par le département en charge des sports pour sonner la mobilisation générale autour des Aigles du Mali en vue de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire entre de plein pied dans ses activités à travers cette cérémonie. Présents à cette rencontre, les membres de la commission ont eu droit à certaines orientations leur permettant de mener à bien leur mission patriotique. Une des orientations phares qui est une orientation qui vient du président de la transition, c'est de s'assurer à ce que l'organisation se passe dans les meilleures conditions. D'abord pour notre équipe nationale et aussi pour les acteurs qui vont participer à la mobilisation, qui vont aller à Korogo pour les différents matchs, de nous assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, ces instructions ont été données et d'autres éléments également d'information ont été donnés à la commission pour faciliter leur travail et leur dire qu'elle a le soutien total de tous les membres du département, mais surtout des autorités par rapport à la bonne organisation de cette mobilisation. Aussi, on a parlé de certaines réalisations. L'une des réalisations, c'est la création d'une page officielle que nous avons présentée, qui est une page Facebook qui s'appelle Aigle 2023, où nous invitons tous les acteurs, vraiment tous les Maliens à se connecter pour essayer d'accompagner nos aigles. La structure chargée pour la mobilisation est présidée par Mme Aou, chef de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La commission composée d'humoristes, d'artistes, de journalistes et de la société civile se veut inclusive, car pour la cause nationale, l'apport de chaque Malien et chaque Malienne compte. On s'est dit aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la CAN réunit tout le monde. La CAN aujourd'hui doit être un moyen de cohésion sociale pour tous les acteurs maliens. Et pour cela, on ne peut pas écarter un Malien d'un autre Malien. Et tous ceux qui veulent appuyer la commission, elle est ouverte à tout le monde. Et c'est une mission qu'on s'est fixée et les instructions que nous avons reçues du président de la transition et du Premier ministre également. Nous avons également l'accompagnement de tous les membres du gouvernement. C'est avec de grandes ambitions que le Mali s'apprête à prendre part à la 34e Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier 2024. Bonne chance donc aux Aigles du Mali. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de l'ERTM.